j'apprends de vous que le MRC ne sera jamais candidat à l'élection présidentielle. Et le MRC ne peut pas être candidat. Non, j'ai dit, c'est une information que je viens d'apprendre de vous. C'est un fait. Bon, le MRC, okay. le ministre de l'administration territoriale a publié la liste des partis politiques qui veulent présenter des candidats. Vous permettez que non, je veux qu'on tombe d'accord là-dessus. Le ministre de l'administration territoriale, pour qu'un parti présente des candidats, il faut qu'il ait des élus. J'ai appris que ce parti est en train de mener des actions. Pour recruter? Je ne sais pas, mais je m'informe autant que vous. Le débat sur le mandat impératif sera guidé par le Conseil constitutionnel, mais je parle sur la base du document du ministre de l'administration territoriale. C'est vrai ou pas? À qui ces départs vont le plus faire mal? Le départ de Chiroma et Bello Bouba, et en plus, il résulte de quoi ces départs-là, selon vous? D'abord, la question pour moi n'est pas de savoir pourquoi Issa Chiroma a démissionné, pourquoi Bouba Bello démissionne aussi. Elle est de savoir pourquoi Alamine ne démissionne pas, pourquoi Motazi ne démissionne pas, pourquoi professeur Jacques Famenogo ne démissionne pas. Il y a un malaise. Alors, madame, je l'écoutais dire tout à l'heure avec beaucoup de difficultés, elle a fait un état des lieux. Et quand j'écoute les élites du Sud qui ont présenté une litanie de griefs, j'avais l'impression que c'est Ateba qui revenait avec son livre Paradoxe et le paradoxe. Organisateur. Ils ont exprimé un malaise qui est généralisé. Et puis, lorsque Chiroma va au nord, lorsque Bouba Bello va également au Grand Nord, ils doivent rendre des comptes. Ce compte qu'ils doivent rendre, les ministres du Sud vont rendre des comptes aussi. Les ministres du Centre vont rendre des comptes aussi pour dire que le problème n'est pas localisé, il est généralisé. Donc ça veut dire que c'est difficile que quelqu'un, un ministre, tire son épingle du jeu seul pour dire que voilà, il est en train de faire un travail totalement isolé. J'ai vu avec beaucoup de difficultés, je suivais Jean-Baptiste Atemengue qui est un homme brillant, intelligent, je l'ai vu avec beaucoup de difficultés pour répondre aux questions que vous lui posez par rapport au problème d'aménagement du territoire, au problème des travaux qui existent. Ça veut dire que ça se retrouve un peu partout. Ça se retrouve un peu partout. Il y a donc des personnes qui ne sont pas très liées par l'action du gouvernement parce qu'ils sont au gouvernement à partir d'une alliance. C'est beaucoup plus facile de rompre une alliance que de sortir d'un gouvernement, hein, n'est-ce pas? Vous êtes parti, vous faites partie d'un parti politique qui est aux affaires, et c'est difficile pour vous de sortir, je les comprends. Mais c'est pas aussi difficile pour des gens qui sont venus par un accord de partenariat de travail. C'est ce qui a fait que Bouba Bello et Issa Chiroma partent sans beaucoup de difficultés. Mais quand on va voir dans l'ensemble, et le malaise est généralisé. Quand j'écoute madame qui parle les causes sous l'arbre, si je vous dis ce que j'ai vécu dans certains villages du centre, mais j'ai fait des photos dans certains villages du centre, vous allez voir, la situation est exactement identique à ce qu'elle dit. Vous étiez en train vous avez dit deux choses. Vous savez, vous êtes un journaliste très informé, et vous avez dit deux choses pour moi très importantes. D'abord, j'apprends de vous que le MRC ne sera jamais candidat à l'élection présidentielle. Et le MRC ne peut pas être candidat. Non, j'ai dit, c'est une information que je viens d'apprendre de vous. C'est un fait. Bon, le MRC, le ministre de l'administration territoriale a publié la liste des partis politiques qui veulent présenter des candidats. Vous permettez que non, je veux qu'on tombe d'accord là-dessus. Le ministre de l'administration territoriale, pour qu'un parti présente des candidats, il faut qu'il ait des élus. J'ai appris que ce parti est en train de mener des actions. Pour recruter? Je ne sais pas, mais je m'informe autant que vous. Le débat sur le mandat impératif sera guidé par le Conseil constitutionnel, mais je parle sur la base du document du ministre de l'administration territoriale. C'est vrai ou pas? Le ministre de l'administration territoriale, Akangandi, non, je veux qu'on tombe d'accord là-dessus. Akangandi a publié une liste des partis politiques qui peuvent présenter un candidat à l'élection présidentielle. Je n'ai pas dit que le professeur Kamto. Je vous propose de noter des inepties que je ferai. C'est pas des inepties, c'est pas des inepties. Mais si je perds le fil de mon... Vous n'allez pas perdre le fil, mais je voulais qu'on tombe d'accord là-dessus. Je n'ai pas dit
que le Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. J'ai dit que le MRC ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Bon, je peux non, continuer. je ne rectifie pas. C'est ce que j'ai dit. Vous allez écouter la rediffusion. J'ai dit le MRC ne sera pas candidat à l'élection présidentielle parce qu'ils n'ont pas d'élus. Je n'ai pas dit que le professeur Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. S'il a des élus, il peut se présenter sur une autre bannière ou en tant que candidat indépendant. Mais le MRC, retenez-le, ne peut pas présenter un candidat cette année à l'élection présidentielle. C'est une information, je la donne et je l'assume. Allez-y. Alors vous avez dit également, c'est un refrain que j'écoute souvent, que le Grand Nord, c'est le réservoir électoral. Vous savez, il y a des choses qu'on affirme et d'autres qu'on vérifie. Moi, je suis quelqu'un qui vérifie. Et allez-y. Il m'arrive de parcourir tout le Grand Nord. Je pars de Ngaoundéré, je vais jusqu'à Pousseri, et je vais dans des villes voisines, parfois à pied, parfois en moto, parfois sur des mobylettes. Il m'est arrivé, par exemple, de faire Yagoua sur une moto, Yagoua jusqu'à Guéré. Vous savez, en passant par Gobo, j'ai fait ça, en moto. Et je parcours parfois 5 km sans voir un hameau. Un hameau. Plus de 5 km sans trouver un hameau. Ce qui est très difficile, dans le centre et à l'ouest, de faire 5 km sans voir un hameau. Et je le dis dans tous les sens. Hein. Mais lorsqu'il y a un recensement général, l'habitant vous dit, le Grand Nord, c'est le réservoir, c'est la partie du Cameroun la plus peuplée. Je parle de manière empirique de ce que j'ai vérifié. Le dernier recensement que nous avons... Je vous vois venir, hein, c'est que Xavier Messévé nous dit aujourd'hui que qu'on gonfle les chiffres. Alors, le dernier recensement au Cameroun, je crois, si ma mémoire est bonne, soit en 2004 ou en 2005, et les résultats ont été rendus, je crois, 10 ans après, oui, 5 ans après. 5 ans après. Et au cours de ce recensement, j'ai appris les résultats de ce recensement. Que la ville de Douala, avec ses environs, est moins peuplée que Yaoundé et ses environs. Ça a été dit. Ça a été dit. Et moi qui vis entre Yaoundé et Douala, lorsqu'un recensement vous donne un tel résultat, vous y croyez? Moi, je ne crois pas. Donc, il y a un recensement qui est fait par des scientifiques, des statisticiens, qui donne un résultat qui peut être concret, vérifiable. Il peut avoir un recensement politique. Et je pense que les résultats qu'on donne, la population qu'on gonfle dans certains secteurs et qu'on réduit dans d'autres, peut correspondre. Oui, peut correspondre. Ça c'est. Vous êtes journaliste. Ben, je suis journaliste, c'est pour ça que je vous dis. Je pars. Et moi, je ne peux pas assumer ça. Je pars sur les résultats. Je pars sur des vérifications empiriques. Vous êtes responsable de vos déclarations, de gonfler les résultats ou gonfler la population. Moi, je ne suis pas responsable de ça. Je vous dis que ça peut être des résultats politiques. Résultats politiques. Parce que lorsqu'on vous annonce que la ville de Yaoundé est plus peuplée que Douala, je m'attends seulement sur ce cas-là. Vous pouvez être d'accord avec ça? Douala est moins peuplée que Yaoundé, mais ça a été dit. C'est pas moi qui l'ai dit, ça a été dit, écrit en 2004. Ça a été écrit 2004 ou 2005. Donc c'est pour cela que j'ai dit, pour revenir à votre question, pour moi, les démissions des responsables politiques que nous constatons aujourd'hui, ça ne me surprend pas. Mais ce sont des gens qui, aujourd'hui, je peux dire qu'ils tirent leur épingle du jeu de manière assez tardive. Parce que à la veille d'une élection, vous commencez à démissionner, alors que vous avez assumé, vous avez accompagné le président Biya dans sa gestion politique et économique. Si vous démissionnez à la veille d'une consultation électorale, vous risquez de ne pas être crédible. D'accord. On va revenir à vous, madame, tout à l'heure. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le RDPC ne craint pas une alliance? C'est vrai que il y a eu un antagonisme dans les relations entre le ministre Tiroma et le ministre Belouba Maïgari. Il s'est passé entre-temps. La pression du peuple les a menés à se réunir. Est-ce que vous ne craignez pas une alliance FSNC, UNDP, et certains sur la toile l'envisagent même jusqu'au MRC? Est-ce qu'elle peut avoir des répercussions graves sur la réélection du président Biya et autre chose? En lisant la lettre du ministre Tiroma au Camerounais, il y a une phrase qui est revenue. Ce sera peut-être la première élection à laquelle on assiste sans le candidat sortant.
Est-ce que vous pensez que c'est là, les démissions d'aujourd'hui, les annonces de candidature, il n'y a pas quelque chose qui est sous-jacent? C'est vous le journaliste qui pouvez enquêter. Moi, en tant que militant du RDPC, je n'ai pas une information de quelque chose d'implicite. Je constate tout simplement des décisions politiques. On a parlé de pression de la base tout à l'heure. Moi, je discute avec les militants de ces partis politiques, surtout les élus. Je vous ai parlé des maires avec qui nous discutons. Je pense que c'est une réalité, cette pression qui s'exerçait derrière ces dirigeants de partis et que, à un moment, tactiquement même, ils avaient intérêt à prendre ces décisions pour que qu'ils ne perdent pas le contrôle de leurs appareils politiques. Je crois qu'au sein de l'UNDP, il y avait des velléités. Il y a beaucoup de candidats à la présidence nationale au sein de l'UNDP. Donc si le ministre d'État Belobo prenait une mauvaise décision, il n'est pas exclure que quelqu'un d'autre aurait pris le leadership de ce parti. Et ça vaut pour le FSNC. Donc, vous posez la question. Vous ne connaissez pas le nom de votre ancien allié? Sur la crainte. Évidemment que tout est possible, mais pour l'instant, je pense que le président Paul Biya bénéficie encore d'une certaine sympathie et d'un certain soutien. On parlait des débats d'il y a une semaine. Je crois que pour l'instant, il demeure véritablement le seul homme-nation de la scène politique camerounaise. Les autres leaders ont du mal. Seul homme-nation, ça veut dire que les autres sont des régionalistes. Ils ont du mal à incarner l'ensemble de la nation quand même. C'est une réalité. Et donc, à partir de là, et vous savez que l'élection présidentielle est une élection particulière. Elle a une circonscription unique, tout le territoire, et donc on additionne toutes les voix comptent, et il faut avoir des voix partout sur le territoire national, et je crois que il garde beaucoup de marge pour pouvoir gagner cette élection. Président Biya. Oui, oui. Mais sauf que vous, en vous écoutant tout à l'heure, excusez-moi, si vous parlez d'un malaise, c'est votre mot, hein, c'est pas moi qui l'ai utilisé en premier, vous parlez d'un malaise qui sommeille. Vous ne craignez pas également qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'élection présidentielle, qu'au sein même du RDPC, qu'il y ait peut-être des gens qui disent, comme le seul Xavier Messier, qu'il y ait des gens qui disent je m'en vais, c'est bon. Politique, c'est permanent. Vous savez que derrière l'élection présidentielle, en plus, se cachent deux élections majeures, les élections municipales et les élections législatives, qui, effectivement, pour ces partis politiques, notamment, on parle des deux démissionnaires du gouvernement, pour ces partis politiques et pour leurs élus locaux sont un enjeu majeur. Parce que tout le monde n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Et donc, derrière l'élection présidentielle se cachent d'autres élections très importantes au conseil régional. L'UNDP contrôle, par exemple, le conseil régional préside le conseil régional de la Damawa. C'est tout un enjeu. Comment ils vont faire pour garder le conserver et comment ils peuvent faire pour conquérir d'autres régions. Donc il y a trois élections, j'allais dire, qui suivent immédiatement l'élection présidentielle, qu'il faut intégrer dans les décisions prises par les uns et les autres. Et là aussi, l'intérêt du candidat à l'élection présidentielle n'étant pas l'intérêt des candidats à l'élection municipale législative. Tout le monde n'est pas comme le président du MRC qui ne pense qu'à l'élection présidentielle et ignore toutes les autres élections et tous ces autres militants. Donc, ces partis, le ministre d'État Bello sait très bien qu'en dehors de lui, qui est membre du gouvernement, il y a d'autres enjeux de ses camarades qui suivent immédiatement après. Mais le problème de fond, le problème n'est pas que personnel. C'est pour ça que je parle d'une réalité qui est nationale. Essayer de régionaliser les difficultés, je trouve que c'est une paresse pour certains hommes politiques. Surtout lorsqu'ils veulent exercer des mandats nationaux. C'est une paresse parce que je crois que c'est le B à bas. On n'est pas président de la République pour un village, pour une ville. Et quand on est président de la République, les enfants
de Kousseri ou de Bamenda ou de Samblima qui ne vont pas à l'école, ça préoccupe, ça doit vous préoccuper. Et même quand on est élu local, même quand on est tout simplement Camerounais, et qu'on est patriote, on veut la grandeur d'une nation, elle est nationale. Elle est nationale, elle n'est pas que du village. Donc les liens de sang, la fraternité de sang, elle doit passer après la fraternité républicaine. Je pense que c'est une difficulté, mais il faut qu'on y avance. Et on ne peut y avancer, et c'est là le plus important, qu'avec un certain nombre de réformes. Et ça sort des problèmes personnels. Quand vous dites les écoles, le lycée de Télé, le lycée de Ngoumo, le lycée de Kousseri est dans un état inacceptable, qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer la répartition du budget, il faut restructurer le ministère. Quand on dit l'entretien des routes pose problème, qu'est-ce qu'il faut? Il faut restructurer peut-être la façon de gérer. Il faut peut-être une nouvelle loi. Quand on dit les villes, il y a des doigts là, il y a trop de déchets, on n'arrive pas à les gérer. Le maire n'a pas les ressources, il se plaint. Madame le ministre ou les ministres, parce qu'il n'y a pas un seul ministre qui intervient, disent c'est transféré. Le président du conseil régional, c'est dans sa région, mais il dit qu'il n'a pas effectivement, il n'a pas de compétences. Mais on doit donc s'asseoir, et c'est là où intervient la réforme. Ce n'est pas un problème d'un parti politique ou d'un individu. Et c'est pour ça que les démissionnaires se retrouvent dans un dilemme. Vous voyez, on leur demande un bilan sectoriel. Ils vont vous dire, je voulais bien, mais finalement, je ne pouvais rien parce que... Mais vous allez... Qui est donc responsable? Donc ça veut dire que au niveau de politique, il faut qu'on évolue avec des réformes. Là où il faut modifier la loi, on la modifie. La décentralisation, on n'avance pas vite. Qu'est-ce qui bloque? On modifie et on applique ce qu'on a décidé. Je pense que c'est là où on verra les résultats et la vraie responsabilité politique va émerger parce que les populations attendent que les leaders politiques rendent compte, les élus. Les fonctionnaires n'ont pas de compte à rendre. Les élus ont des comptes à rendre. Et pour que les élus rendent des comptes, il faut qu'ils aient à leur disposition un appareil de loi légale et réglementaire qui permet de travailler et qu'on applique. Monsieur le maire, vous parlez, s'il vous plaît, vous parlez comme si vous n'étiez pas au pouvoir. C'est le RDPC qui est au pouvoir. Et ce n'est pas ce matin qu'on découvre qu'il faut des réformes. On est à la 7e année. Mais monsieur Obama... Oui. Ça veut dire qu'au sein du parti, la parole n'est pas libre. Mais monsieur Obama, la différence avec nos adversaires, c'est que autant je souhaite une évolution plus rapide, autant j'estime qu'il y a eu des avancées, mais à un rythme qui ne m'arrange pas. Est-ce que vous pensez que quand le président de la République succède au président Amadou Ahidjo en 82, vous pensez que nous avons le même appareil, c'est le même Cameroun aujourd'hui? C'est pas possible de le dire. Il y a eu des évolutions, il y a des choses sur le plan de la loi ou de la règlement, beaucoup de choses ont évolué, même si tout n'est pas appliqué. Dans le bilan est bon, on peut faire mieux. Mais non, voilà. Donc je ne peux pas dire que rien n'a été fait. Si on le dit, c'est qu'on n'est pas intellectuellement... Moi, je pose des questions. Alors, ce que nous souhaitons, c'est que ça aille plus vite, parce que nous avons une pression. La première des pressions, elle est démographique. La population, en 40 ans, a été multipliée par 3. Et nous savons que dans 10 ans, elle sera 30% plus. Dans 20 ans, elle va doubler. Nous serons 60 millions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on rattrape les retards accumulés dans certains secteurs et qu'on anticipe pour que demain, on ne soit pas dans pire que ce que nous connaissons aujourd'hui? C'est ça la réalité. C'est ce qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut avancer beaucoup plus vite dans les réformes. Moi, j'insiste sur les réformes. Qu'il y ait des candidats à l'élection présidentielle, moi, je ne suis pas contre. Mais nous attendons effectivement que ces candidats ramènent des propositions et des projets qui vont convaincre les électeurs mieux que les propositions de notre candidat, le président Paul Biya, parce qu'il faut toujours proposer mieux pour renverser le pouvoir. Donc c'est ça que nous attendons. Madame la porte-parole a hâte de prendre la parole. Chacun va réagir, après on va écouter le ministre Roman. J'ai hâte de prendre la parole. Pourquoi? Parce que le maire s'est dit et s'est dédié.
Je vais prendre un exemple tout banal. Quand il y a élection présidentielle, pourquoi les candidats ne se mettent pas juste à Yaoundé et disent à tout le monde que bon, c'est vrai que ça c'est le propre du président Biya, mais de façon générale, les candidats vont dans des localités, ils vont contacter des populations, ils vont écouter Pourquoi? Parce que on a des problèmes communs. Et il y a des problèmes spécifiques. Rien que la décentralisation l'inscrit en faux dans son discours. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que c'est national. C'est national parce que ça concerne tout le monde. Tous les Camerounais ont des problèmes, mais chaque Camerounais a un problème spécifique. Chaque région a un problème spécifique. On peut avoir les mêmes problèmes chez certains plus que chez d'autres. Sinon, on ne parlerait pas de décentralisation. Il n'y aurait pas d'élection locale. On gérerait tout au niveau central. Pourquoi est-ce qu'on décentralise? Parce qu'il faut s'occuper de façon spécifique de chaque localité en tenant compte de ses particularités. Et c'est ce déni-là. Moi, je comprends, hein, par rapport à son discours, je me dis que c'est ce déni-là qui amène justement ce statu quo-là. Parce que si vous refusez de vous rendre à l'évidence que le problème de l'éducation, par exemple, dans le septentrion n'est pas le même que le problème de l'éducation dans le centre, si vous refusez de vous rendre à l'évidence que les problèmes économiques ou bien d'habitation, de logement rencontrés à Douala ne sont pas les mêmes que ceux rencontrés, je ne sais pas moi, à Bipindi, si vous refusez de vous rendre à l'évidence que l'exploitation des richesses à l'Est est différente de l'exploitation des richesses, je dis n'importe quoi, à Bokito, vous avez tout faux. Vous avez tout faux. C'est pour cela, et j'ai expliqué ça tout à l'heure, c'est pour cela que les gens se replient sur eux-mêmes. Parce que quand le problème devient général, les gens ne regardent pas le problème de façon générale. Ils regardent ce qui les concerne et ils estiment que eux, ils sont délaissés. Ils se fichent de savoir si les autres sont bien lotis ou mal lotis. Aussi mal lotis que nous, non. Ils disent moi, nous. Et c'est pour cela, parce qu'il a parlé de projets. Quand on propose le fédéralisme communautaire, c'est pour cela que je pose souvent la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on reproche finalement au fédéralisme communautaire? On reproche au fédéralisme communautaire de vouloir effectivement mettre un accent spécifique sur chaque communauté, ses particularités, les mettre en valeur. On reproche au fédéralisme communautaire de permettre aux communautés de s'entreconnaître et de développer justement cet amour. On ne peut pas parler d'unité nationale. Quand on dit déjà unité, ça veut dire qu'il y a disparité, qu'il faut ramener à un point central. C'est cette disparité-là qu'il faut respecter les particularités des Camerounais pour pouvoir justement faciliter l'homogénéisation de la société camerounaise. On reproche au fédéralisme communautaire de par exemple dire que si on installe une usine à Magba, que 30% des populations de Magba puissent avoir l'emploi dans cette usine-là. Et que pour ne pas mettre les autres Camerounais à l'écart, 70% des autres Camerounais peuvent venir justement être employés dans cette usine-là. Monsieur Obama. Alors, je continue. Ce qu'on reproche donc au fédéralisme communautaire, finalement, c'est quoi? Puisque nous avons apporté des solutions spécifiques pour que, ensemble, que chaque communauté... Mais on a développé des solutions au point où on a pensé à même le domaine architectural endogène, c'est-à-dire qu'on retrouve la case Mousgoum, le Boukarou, la case Bamleke, la maison en bois et tout, pour respecter, oui, pour justement mettre à l'honneur cette diversité, disparité culturelle qui fait en sorte, qui fait la richesse du Cameroun. Les chevaleries dans le Grand Nord ne sont pas comme dans l'Ouest, ne sont pas comme au centre. Il faut pouvoir les revaloriser toutes autant qu'elles sont. Mais quand on dit les problèmes sont nationaux, oui, il y a des problèmes, on est tous d'accord. Mais je dis, l'une des choses qui fait en sorte que le Cameroun piétine, c'est de refuser de prendre en compte les spécificités. Parce que les
solutions sont hors sol. Vous ne pouvez pas traiter certains problèmes de la même façon à l'Est, de la même façon au centre, et ainsi de suite. Chaque région, chaque communauté a ses spécificités. Et il faut pouvoir respecter ça. Est-ce que vous permettez qu'il vous réponde? Parce qu'après, je voulais savoir si... Je ne réponds pas. Je voudrais qu'on s'entende bien. Je pense que c'est cette vision de la politique au Cameroun qui malheureusement nous fait reculer. Je ne sais pas, ça nous fait reculer en réalité d'un siècle et demi. Ce n'est pas le président qui dirige le Cameroun. Hein. Non, je précise. On recule parce qu'il y a des gens qui n'ont pas trouvé des solutions à nos problèmes. Je pense qu'on recule par paresse intellectuelle. Vous êtes intellectuellement paresseux. Nous reculons d'un siècle et demi. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous nous ramenez à la période précoloniale. Et je suis étonné